Une fusillade est survenue dans un supermarché à Los Angeles, en Californie. L'auteur de l'attaque s'est barricadé à l'intérieur d'un supermarché avec des otages dont le nombre reste inconnu. L'homme armé a abattu une femme. Le maire de la ville a déclaré que la victime est morte sur les lieux. Le tireur a été arrêté par la police. 3 heures après le début du drame et après des négociations, il s'est menotté lui-même, puis est sorti et s'est rendu aux forces de l'ordre. Le preneur d'otages a été blessé au bras lors de la fusillade. Selon la police, l'homme s'est retrouvé impliqué dans une querelle familiale qui l'a amené à tirer sur sa grand-mère et une autre femme sur les lieux. Après avoir tiré sur sa grand-mère, le suspect a fui dans le véhicule de cette dernière, amenant l'autre femme avec lui avant d'entrer dans un supermarché Trader Joe's à la suite d'une fusillade qui a impliqué un policier. Un ancien champion de cricket candidat au poste de Premier ministre du Pakistan. Imran Khan, leader populiste au programme anticorruption, est l'un des favoris des sondages pour les législatives de mercredi, mais le scrutin aura lieu sous haute tension après une série d'attaques sanglantes et d'accusations d'ingérence de l'armée dans un pays à l'histoire marquée par les coups d'État militaires. Les élections au Pakistan n'ont jamais vraiment été équitables. Et cette fois, il semble que toutes les chances sont contre le PMLN, le parti au pouvoir. Face à Imran Khan, ce parti de centre-droite espère répéter sa victoire de 2013 avec pour candidat le frère de l'ancien Premier ministre Nawaz Sharif, depuis emprisonné pour corruption. Le troisième candidat dans l'arène est Bilawal Bhutto, fils de Benazir Bhutto, cette première ministre assassinée en 2007. Selon les experts, ce candidat de centre-gauche de 29 ans a peu de chances de l'emporter, mais pourrait se retrouver dans un rôle de faiseur de roi. Nous devrions être optimistes, simplement à cause du fait que nous ayons des élections. Enfin, le Pakistan est passé d'un pays où le processus démocratique est interrompu encore et encore à cause d'interventions non naturelles, à une série d'élections jusqu'à celle du 25 juillet. Autre acteur majeur des élections, l'armée, qui a dirigé le pays pendant près de la moitié de son existence. Malgré les accusations d'intimidation de journalistes, elle nie toute ingérence dans le processus électoral. Beaucoup de nos interlocuteurs, je dirais même la majorité, sont très inquiets du rôle de l'armée. Donc pour nous, c'est un dossier très important à suivre. Pour le vainqueur des élections, les défis s'annoncent de taille. L'économie est au bord du précipice, la population est en plein boom et les récents attentats ont ravivé les craintes d'un retour de l'instabilité. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, s'est rendu ce lundi en Libye pour pousser à la mise en œuvre de l'accord de Paris qui prévoit des élections au mois de décembre prochain. Avant une série d'entretiens avec différents acteurs politiques, il a rencontré en début de matinée à Tripoli Fayez Al-Sarraj, le chef du gouvernement d'union nationale. À travers cette visite, Jean-Yves Le Drian veut surtout maintenir la pression pour des élections en décembre. À Paris, les responsables libyens se sont également engagés à tenir des élections présidentielles et législatives suivant un calendrier précis d'ici la fin de l'année. Et c'est ce que prévoit le plan d'action du représentant spécial des Nations Unies, M. Salamé. C'est ce à quoi aspirent les citoyens libyens qui se sont inscrits massivement sur les listes électorales. C'est donc le chemin à suivre. La France appuie les efforts de tous ceux qui travaillent dans cette direction, que ce soit les efforts de M. Salamé, que ce soit les efforts des responsables libyens, les parlementaires des deux chambres, à qui il incombe une responsabilité historique dans ce processus, que ce soit aussi la Haute Commission électorale. Et la France va apporter, via les Nations Unies, un soutien global d'1 million $ à l'organisation du processus électoral.
Les principaux protagonistes de la crise libyenne, dont le premier ministre du gouvernement d'union nationale et le maréchal Haftar, homme fort de l'Est, se sont engagés à Paris le 29 mai dernier à tenir des élections législatives et présidentielles le 10 décembre pour tenter de sortir leur pays de l'ornière. Mais nombre d'observateurs jugent le calendrier trop ambitieux au vu des rivalités sur le terrain et préconisent de stabiliser en premier lieu l'économie. C'était un rêve, pas seulement le mien, mais celui de 23 athlètes, en plus de l'équipe technique et de millions de Brésiliens. Alors il y a beaucoup de tristesse. Il n'y a personne de plus triste que moi, mes collègues, mais c'est aussi la leçon d'avoir joué dans un autre mondial et de savoir à quel point c'est difficile d'atteindre son rêve. Saber o quão é difícil chegar ao seu sonho, mas eu acho que foi exagerado sim. Je pense que les critiques ont été exagérées, mais je suis habitué, je suis un grand garçon, je sais gérer les critiques et je sais gérer aussi ce genre de choses. É enorme hoje em dia, então a gente sabe, mas eu acho que foi exagerado sim. Vous savez à quel point c'est difficile de jouer au football, encore plus pour les attaquants. On sait que nos adversaires ne vont pas nous laisser passer sans dribbler et ça va devenir de plus en plus difficile, mais il y a quelqu'un qui supervise tout ça. Je ne suis pas arbitre et je ne peux pas être arbitre et jouer en même temps. Si je pouvais, ce serait plus simple. É enorme hoje em dia, então a gente sabe. A pressão é para todo mundo que joga futebol. Tous les joueurs ressentent la pression. C'est vrai que quand il s'agit de moi, il y a 2 poids, 2 mesures. J'ai conscience de cette responsabilité. Non seulement en sélection, mais aussi en club depuis que j'ai 17 ans, 18 ans. Je m'étais préparé à gérer cette pression et je sais que quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, elle augmente. Caso não vem a crítica. Explosion devant l'ambassade des États-Unis à Pékin. L'attaque a été perpétrée par un jeune homme. Aucune victime n'est à déplorer, l'auteur étant le seul blessé. Le bureau de sécurité publique de la capitale a déclaré que le suspect, âgé de 26 ans et originaire de Mongolie intérieure, a activé un engin explosif de petite taille ressemblant à un pétard. Blessé à la main, il a été hospitalisé. Cet incident qui s'est produit au carrefour de Tianze Road et Anyalu Road dans le district de Shaoyang est une question isolée de sécurité publique. La police chinoise s'en est occupée en temps opportun et de façon appropriée. Le quartier diplomatique où est survenu l'incident, dans le nord-est de la capitale, abrite également les ambassades d'Israël, de France et d'Inde. Cet attentat à la bombe n'est pas une première en Chine. L'an dernier, un jeune homme de 22 ans, souffrant selon les autorités d'une maladie nerveuse, avait déjà fait sauter une bombe artisanale devant une école maternelle, tuant 8 personnes et blessant 65 autres dans l'est du pays. La cérémonie du compte à rebours des JO qui débuteront le 24 juillet 2020 a eu lieu mardi à Tokyo au Japon. La température est entre 35 et 40 degrés à l'ombre avec une hygrométrie de plus de 80%. Mais cette chaleur meurtrière de l'été qui a fait 80 morts dans l'archipel en ce mois de juillet n'émousse pas l'ardeur des organisateurs. Je crois que s'attaquer à la chaleur et au trafic intense pendant les Jeux sera la clé de son succès. Je me sens renouvelé comme maintenant nous avons juste 2 années avant l'événement. Je vais travailler sur la façon de rendre les Jeux cool ou pas trop chauds, mais avec des compétitions passionnées. En 1964, les Jeux olympiques de Tokyo avaient eu lieu en octobre, mais le Comité international olympique impose désormais qu'ils se déroulent en juillet-août. Pour la municipalité et les organisateurs, c'est donc une priorité. Mais le marathon suscite des inquiétudes particulières au point que certains appellent à déplacer le parcours sur l'île septentrionale de Hokkaido. Les législatives de dimanche au Cambodge sont dénoncées comme une farce par l'opposition. Cette dernière est dissoute, ses dirigeants emprisonnés ou exilés et le régime met en garde contre tout chaos contestataire visant à détruire ce plébiscite attendu de Hun Sen au pouvoir depuis plus de 30 années.
Exilé à Paris, Sam Rainsy, ancien dirigeant de l'opposition cambodgienne, appelle ses compatriotes à boycotter les élections législatives du 29 juillet. 2018 sera une année décisive. Pour la première fois, Hun Sen est sérieusement menacé. Un gouvernement issu d'une farce électorale ne sera pas reconnu internationalement et aucun gouvernement au Cambodge ne peut survivre sans légitimité internationale. Donc c'est vraiment une année décisive. Je lance des appels régulièrement à l'électorat, encore une fois, pour boycotter, pour ne pas participer à cette farce électorale. En n'allant pas voter, en restant chez soi, chaque électeur montre qu'il continue de soutenir l'opposition. La menace de la commission électorale de prendre des mesures sur ces boycotts de l'élection fait partie de la stratégie de Hun Sen, d'avoir le plus grand nombre de personnes qui participeront le jour du scrutin parce que c'est la dernière carte qu'il peut jouer pour montrer à la communauté internationale que l'élection est crédible et légitime. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Et en réalité, nous savons que le processus électoral n'a pas été inclusif, participatif ni authentique. Le régime donne des signes de nervosité alors même qu'il contrôle toutes les couches du pouvoir et que les opposants sont exilés ou emprisonnés, mobilisant plus de 80 000 policiers dimanche. Météo France a placé 9 départements en vigilance orange jusqu'à au moins ce jeudi. Sur le terrain, la canicule est remarquable pour conséquence un pic de pollution à l'ozone, des restrictions de circulation dans la région et l'ouverture de salles où les gens peuvent venir se rafraîchir à Paris. Un forfait anti-pollution de 3,80 € pour la journée permettra d'emprunter les transports en commun franciliens. La région prendra aussi en charge les coûts pour le covoiturage sur les trajets de courte distance. Les touristes se démerdent avec une telle chaleur. Heureusement, on a la climatisation à l'hôtel, donc ça va. On est habitué. En Allemagne aussi, on a eu un temps très chaud ces 2 dernières semaines, donc on est obligé de s'habituer. Pour les autres qui viennent à Paris, apporter de l'eau, boire de l'eau et trouver un endroit où se doucher 2 fois par jour. Oui, on s'attendait à ce qu'il fasse chaud. Nous avions entendu des personnes conseiller d'apporter des ombrelles. Donc, on s'était préparé. On a pris de l'eau et vêtements légers. Les températures doivent baisser ce week-end avant de remonter la semaine prochaine. Ces fortes chaleurs entraînent un épisode de pollution à l'ozone en Île-de-France. Ce gaz corrosif favorise l'asthme et peut aggraver des troubles cardiovasculaires ou respiratoires. Le thermomètre va aussi grimper ailleurs, notamment dans le nord de la France. Des activistes se sont rassemblés mardi soir dans le centre de Beyrouth. Ils ont manifesté contre une vague d'interrogations par les forces de sécurité libanaises de gens faisant des commentaires publics sur les réseaux sociaux. Le Liban est le théâtre depuis plusieurs mois d'arrestations d'activistes ou de simples citoyens en raison de leurs commentaires sur la toile critiquant des responsables politiques ou traitant de questions telles que la corruption ou la religion. La semaine dernière, le Bureau de lutte contre la cybercriminalité a ainsi interpellé 6 activistes avant de les relâcher. Depuis mardi soir, 2 autres activistes ont été interpellés, tandis qu'un 3e devrait comparaître vendredi devant le bureau chargé de la cybercriminalité. Des centaines de citoyens et activistes dénoncent le recul sans précédent de la liberté d'expression et du niveau général des libertés. Durant les 10 derniers jours, nous avons constaté 7 violations. Et c'est un chiffre nouveau au Liban dans une si courte période. Il faut que l'État change son langage répressif vis-à-vis du citoyen. Il y a un espace de liberté dont le citoyen doit pouvoir bénéficier pour y exprimer ses désaccords sur les dossiers du pays sans qu'il soit interrogé par un service de sécurité pour l'intimider politiquement. Quand nous étions petits, on nous racontait que Beyrouth était la capitale des écrivains arabes, qu'ils venaient de tous les pays arabes où ils étaient réprimés par des tyrans. Ils venaient à Beyrouth pour écrire ce qu'ils voulaient.
Et maintenant, les enfants de ce pays ne peuvent même pas écrire la moitié de ce qu'ils veulent. Le Liban traverse depuis plusieurs années une période de stagnation économique et politique. L'élection d'un nouveau chef de l'État en octobre 2016 et la formation d'un nouveau gouvernement n'ont pas réussi à relancer la machine.